Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, membres de notre commission. Je tiens tout d'abord à saluer le sens des priorités des députés du Rassemblement national. Alors que la réforme des retraites, dont elles étaient, disaient-elles, des opposantes convaincues, force les Françaises à travailler 2 ans de plus, alors que l'inflation galopante et la stagnation des salaires jettent chaque jour un peu plus de nos concitoyennes dans la pauvreté, alors que les files d'étudiantes s'allongent à nouveau devant les distributions alimentaires, on eût pu penser qu'elles consacreraient leur niche à des propositions sociales utiles aux classes populaires qu'elles prétendent défendre. Or, elles ont préféré s'attaquer à un sujet autrement plus urgent, l'entreprise de déconstruction de la nation, excusez du peu, que constituerait l'utilisation de l'écriture inclusive. Ce qui les terrifie, c'est ce qu'elles appellent l'affirmation agressive d'identité communautaire, y compris féministe. Disons-le plus simplement, ce qui les terrifie, c'est le féminisme, qu'elles considèrent comme un communautarisme. En utilisant les exemples de formes inclusives préconisés par le Haut Conseil à l'égalité, elle nous propose donc d'interdire la double flexion, le point médian et les termes épicènes. Quelle panique, quelle angoisse pour ce point posé 1 mm plus haut en Arial corps 12, pour cette double flexion qui permet, vous l'avez dit, pourtant de reconnaître dès les premiers mots un discours du général de Gaulle, pour ces formes épicènes que nous utilisons toutes quotidiennement. Car en effet, qu'est-ce que la double flexion? C'est par exemple l'expression mesdames, messieurs par laquelle j'ai commencé mon intervention et qui ouvre également leur exposé des motifs. Qu'est-ce qu'un terme épicène? Ce sont entre autres collègues, parlementaires, membres que j'ai employés en ouverture de cette déclaration. On compte d'ailleurs 24 épicènes dans ce texte de loi. Mais, miracle, monsieur la rapporteure, vos auditions, et en particulier celle de la linguiste Eliane Viennot, vous ont amené à comprendre l'absurdité de votre texte et à déposer un amendement de réécriture. Cet amendement se replie sur la formulation de la circulaire publiée par Édouard Philippe en 2017 et rend de fait caduque votre proposition de loi. Il confirme en effet que vous vous attaquez à un péril qui n'existe pas. Personne n'oblige personne à utiliser le point médian, les actes d'état civil en sont dépourvus, aucune institutrice ne l'utilise. C'est tellement vrai que la seule photo d'illustration de votre rapport est celle d'une campagne publicitaire absolument pas concernée par votre proposition de loi. De plus, car j'ai lu très attentivement votre rapport, il est cocasse de noter que les 4 seuls non neutres que vous avez trouvés pour contrer les arguments du HCE, je, tu, nous et vous, sont en fait des pronoms personnels qui n'ont rien de neutre puisqu'ils changent de genre en fonction de la personne qu'ils désignent. Cocasse également votre citation de George Orwell, dont le roman est une démonstration de la façon dont la langue façonne la pensée et de là le monde, soit la thèse exactement inverse de la vôtre. Cocasse, enfin, que vous citiez l'Académie française pour tenter de prouver que ces grammairiens n'auraient pas façonné la langue à l'avantage de leur sexe. Je vous renvoie donc à ce qu'en disait à la fin du XVIIe siècle l'académicien François Eudes de Mézeray, chargé d'en établir les règles. Il indiquait en effet préférer l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Nous direz-vous encore qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les formes de la langue et la hiérarchisation sociale? Et je vous conseille de lire son introduction au premier dictionnaire de l'Académie en 1694 pour constater à quel point cette langue qu'il était censé fixer de manière définitive a évolué depuis. Vous le dites vous-même en conclusion, monsieur le rapporteur, nul texte de loi ne pourra d'ailleurs contrecarrer l'évolution des usages dont les Françaises, toutes les Françaises, sont les seules maîtresses. Notre langue évoluera donc malgré vous et nous allons dès aujourd'hui jeter votre texte inexact, inepte et inutile dans la corbeille à papier de l'histoire. Je profite des quelques secondes qui me restent pour signaler à messieurs Chudeau et Delépinot que si mon intervention leur a parfois écorché les oreilles et qu'ils se sont sans doute sentis exclus en plusieurs moments, c'est qu'elle est intégralement écrite au féminin générique. Une petite expérience immersive pour découvrir ce que vit la moitié de la population française chaque fois qu'on utilise le masculin générique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.